vous laisse prendre la parole. Bonjour jeunes gens, je m'appelle André Boer, comme on vous l'a dit. Je suis de Strasbourg, donc en langage sportif, vous êtes toutes sportifs. Je serais plutôt un régional de l'étape, puisque vous avez eu des entretiens, des témoignages de gens venant d'ailleurs. Je suis un des derniers rescapés de la Shoah en France. J'ai été déporté à Bergen-Belsen, comme vous l'a dit Francine Méran, à l'âge de 4 ans et demi avec ma maman. Et donc, dans un premier temps, je vous parlerai de la Shoah dans notre famille. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de Bergen-Belsen, mais en faisant appel à parce que je n'ai aucun souvenir, j'ai ce qu'on appelle une amnésie traumatique, c'est-à-dire une absence totale de souvenirs. Donc je ferai de la lecture à partir de ces deux livres, L'enfant des camps et Une petite fille privilégiée. Alors pourquoi privilégiée? D'une part parce qu'on n'a pas été envoyé à Auschwitz, qui est un camp d'extermination, mais à Bergen-Belsen, et on a été protégé par une convention internationale, la Convention de Genève de 1929, qui régissait le statut des prisonniers de guerre et de leurs familles proches, leur épouse, les enfants. Mon père, comme le père de cette Francine Christophe, qui est la présidente de notre association des anciens de Bergen-Belsen, nos pères étaient prisonniers de guerre et de ce fait, on bénéficie d'un régime dit de faveur. Voilà, alors je vais maintenant vous parler de mon histoire. Je vais vous rappeler quelques dates. Mes parents se sont mariés en janvier 1939. La guerre a été déclarée par la France et par l'Angleterre à l'Allemagne le 3 septembre, je m'excuse, je suis enroué, le 3 septembre 1939. Mon père, qui avait à l'époque 31 ans, a été enrôlé dans l'armée française comme tous les jeunes de son âge. Et ma mère, qui était enceinte à l'époque, est retournée chez ses parents à Merzwiller. Merzwiller, c'est un petit village à une trentaine de kilomètres d'ici, près de Haguenau. Et moi, je suis né le 16 novembre 1939. Dans cette maison. Je la montre juste, hein. Ah, c'est cette maison. En fait, j'illustre en même temps, puisque comme on a fait. Voilà, c'est la maison. Et ça, c'est les grands-parents qui sont là. Donc, c'est la maison de mes grands-parents. Mon père, pour l'occasion, a eu une permission. Donc, il est venu voir son rejeton, moi en l'occurrence. Et il ne m'a plus revu jusqu'à sa libération de captivité, parce qu'il a été fait prisonnier comme toute l'armée française, début 40. Donc il ne m'a plus revenu jusqu'au mois de juin 45. C'est-à-dire que je n'ai pas vu mon père jusqu'à l'âge de 6 ans pratiquement. L'Allemagne a envahi, les nazis allemands ont envahi la France et l'Alsace a été occupée. Les Juifs en particulier ont subi toutes sortes de vexations. Par exemple, pour vous donner un exemple, les cartes d'identité, sur les cartes d'identité de ma mère, il y avait la mention juive. Vous voyez je ne sais pas si vous le voyez là. La mention juive. C'est une vexation terrible. Le responsable administratif, M. Wagner, le Gauleiter Wagner, c'est un genre de préfet, a déclaré que l'Alsace devait être judenfrei, c'est-à-dire libérée de tous ces juifs. Donc, il
fallait bien partir. La plupart sont partis vers la France libre. La France était partagée en deux parties. Le nord était occupé par les Allemands et le sud était considéré comme France libre. Ils sont partis, certains, beaucoup, en Dordogne. Mon grand-père avait 70 ans. Il n'avait pas de voiture. Donc on est parti plus près. On est parti dans les Vosges, dans un petit village qui s'appelle Chata. C'est environ 70 km d'ici. Donc à Chata, nous avons été accueillis par les villageois. On a vécu en parfaite harmonie avec les villageoises, avec les maigres économies de mon grand-père, et cela jusqu'en 1944. Le 13 mars 1944, les nazis sont arrivés avec des camions, ils ont embarqué tous les juifs, nous aussi. Quand je dis nous, c'est mon grand-père, ma tante. Donc on était partis à Chata, la famille, mes grands-parents, ma tante Margot, ma mère et moi. Donc ils nous ont embarqués tous, sauf ma grand-mère qui était maladive, qu'ils ont laissée à la maison, et ma mère qui n'était pas là. Elle faisait des courses à Saint-Blaise, c'est un petit village à côté. Dans un premier temps, les SS allemands nous ont mis dans la maison d'arrêt d'Épinal, c'est un chef-lieu des Vosges. La maison d'arrêt, c'est une prison, hein. Je précise juste parce que je ne suis pas sûre que lui sache ce que c'est. Hein. Oui, c'est un genre de prison. Lorsque ma mère est revenue de course, elle s'est rendue compte du désastre. Elle a couru à la mairie pour voir un peu ce qui se passait. Le maire lui a expliqué et en même temps, il lui a délivré un certificat attestant que mon père était prisonnier de guerre pour pouvoir éventuellement, certainement même bénéficier de cette convention internationale de Genève pour bénéficier d'un régime dit de faveur. C'est ça, le certificat. Donc ma mère, du coup, est allée à Épinal, elle s'est constituée prisonnière, ce qu'elle n'avait pas besoin de faire. Après ça, on a été interné à Écrouves, qu'on appelle le Petit Drancy lorrain. Vous verrez, Drancy, c'est l'endroit de dispatching avant la déportation. Donc, à Écrouves, où on est resté jusqu'au... On est resté un certain temps. Après ça, on a été interné à Drancy, qui était le grand centre où avant de partir dans des convois pour les camps de concentration. À Drancy, on a été rejoint par une autre tante, Alice, et sa fille Arlette, dont l'histoire est assez dramatique. Ils étaient partis en France libre, en Dordogne, dans un endroit qui s'appelle Saint-Ors. À Saint-Ors, il y avait des résistants, il y avait aussi des milices qui faisaient toutes sortes de difficultés. Et les résistants, en répercussion, ils ont réussi à arrêter la femme du chef de police et ils l'ont assassinée en représailles. À la suite de ça, les nazis ont envoyé un commando spécial, et ce commando, il a déclaré naturellement que c'est les Juifs qui étaient responsables. Et ils ont fusillé 8 Juifs comme otages, dont mon oncle Oscar Meyer. Ils ont brûlé leur maison
et ils ont envoyé leurs femmes, leurs enfants, donc ma tante Alice et ma cousine Arlette, à Drancy, où on les a rencontrés, on les a... Voilà. Alors à Drancy, à partir de Drancy, comme je vous disais, il y a des convois qui partaient vers les camps de concentration. Il y a 82 convois qui sont partis de France, essentiellement vers Auschwitz. Vous savez ce que c'est Drancy? Je trouve juste pour, quand même, pour préciser quelques notions, pour voir ce qu'ils savent, pour qu'ils vous suivent mieux. Vous savez ce que c'est Drancy? Oui? C'est pas un camp de travail, non? Vous savez où ça se trouve, Drancy? Oui. Pardon? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est pas un endroit où on rassemble avant de les envoyer? Oui, c'est l'endroit où on rassemblait les Juifs en France. C'est près de Paris, tout près de Paris. Hein. C'est un lieu que vous pouvez aller voir, c'est une banlieue parisienne. Seine-Saint-Denis, oui. Ouais. Et c'est l'endroit où tous les Juifs étaient mis avant d'être envoyés par les convois, comme ce que dit André Boer, avant d'être envoyés dans les camps de concentration ou d'extermination. Mais les non-juifs n'étaient pas à Drancy, globalement, ou ceux qui étaient là, c'était presque des erreurs, parce que les non-juifs étaient plutôt à Compiègne. Mais les juifs étaient tous envoyés sur Drancy. Et c'est ça Drancy. On le voit encore aujourd'hui, moi j'y étais, on voit ces bandes d'immeubles, c'est comme un U, regardez sur internet, c'est comme un U, on voit très bien encore aujourd'hui, ils sont habités, hein, aujourd'hui ces bâtiments, c'est exactement les mêmes qu'il y avait au moment où les juifs étaient logés de façon innommable. C'était des conditions innommables. Juste pour préciser, vous aviez 6 mois. Je veux juste que les élèves se rendent compte, parce qu'on ne réalise pas quand vous racontez, mais il avait 6 mois quand tout ça s'est passé. Donc la mémoire, il l'a de ce qu'on lui a raconté, puisque forcément à 6 mois, vous n'avez pas la mémoire. Hein. Voilà, je vous laisse reprendre. Donc on était à Drancy, toute la famille élargie, et mon grand-père, ma tante Alice et ma cousine Arlette, donc ceux qui étaient revenus de Saint-Orse, ont été expédiés dans des dans des wagons de bestiaux à Auschwitz par le convoi 71. Il y a eu, donc comme je disais, 82 convois qui ont été très bien étudiés par un monsieur Serge Klarsfeld, donc qui a établi la liste nominative de tous ces convois avec les noms de tout le monde. Donc dans ce convoi 71, ils sont partis vers Auschwitz. Ils étaient tous un convoi. Ces 4 là, hein, c'est pour ça que je voulais... Il y avait entre autres quelqu'un dont vous avez entendu parler, c'est Simone Veil, dans ce convoi. Vous avez entendu parler de Simone Veil? Oui. Oui, tous, bon. Il y a même quelqu'un qui va faire sa valise sur Simone Veil, qui sait? Toi, Noélie, non? Ouais. Donc elle était... Et dans le même deuxième convoi, portrait, il y avait Ginette Kolinka, qu'ils connaissent peut-être aussi, parce qu'on en entend beaucoup parler. Ah oui, Ginette Kolinka, qui était aussi dans le même convoi. Alors Ginette Kolinka, elle a près de 100 ans et elle continue à témoigner. Voilà, donc ils sont partis dans ce convoi 71 et ils sont arrivés à Auschwitz. Alors quand on arrive à Auschwitz, il y avait ce qu'on appelle la sélection. On sélectionnait les gens qui étaient en état de travailler et les autres qu'on tuait automatiquement. Alors il y avait 1500 personnes dans le convoi 71 et sur ces 1500, 1276, 1275 ont été immédiatement assassinés. Donc ils passaient à la chambre à gaz où on les asphyxiait et après on les brûlait dans des fours crématoires. Donc mon nom, ma tante Alice, ma cousine Arlette et mon grand-père Jacques Mort, qui avait 74 ans à l'époque. Ma tante Margot, qui était une jeune femme robuste de 24 ans, a été envoyée à des travaux forcés de tout genre. Quant à nous, on était toujours à Drancy et on est parti par le convoi 80 le 2 mai. Le convoi 80 était un convoi particulier où il
il n'y avait que des femmes de prisonniers de guerre et leurs enfants. Il y avait 256 personnes, je crois, dont 76 enfants. Donc, comme on bénéficiait de conditions spéciales, on n'est pas parti dans des wagons à bestiaux, mais dans des trains 3e classe. On avait le droit d'emmener un peu de nourriture et un peu d'argent. Et on n'est pas parti à Auschwitz, mais Auschwitz était donc, comme je le disais, un camp d'extermination où après la sélection, on tuait les gens. On est parti à Bergen-Belsen, c'était pas le Club Med, hein. On est parti à Bergen-Belsen où on a été mis dans le camp dit de l'Étoile parce que les Juifs qui étaient là-bas devaient porter sur leurs habits l'étoile de David. Alors, je vous montre juste parce que ce petit garçon que j'ai rencontré à Paris, qui témoignait quand j'y étais, était dans le même convoi. Mais il était plus grand, lui, il avait une quinzaine d'années. Il s'appelait comment Sorel, Jacques Sorel. Il est décédé il n'y a pas longtemps, oui, très très récemment. J'ai vérifié. Oui, mais je l'avais rencontré à l'époque dans une exposition. Donc c'est ce petit garçon qui était dans le même convoi. Donc voilà, je vous lirai après dans L'Enfant des camps comment ça se passait à Bergen-Belsen, mais je termine avec notre histoire. Donc on est arrivé à Bergen-Belsen début mai, le 2 mai, et on a été affecté au camp de l'Étoile. Ma mère a été assujettie à travailler à l'extérieur. En fait, elle triait des chaussures de cuir qui venaient des camps d'Auschwitz, de tous ceux qui étaient passés au four crématoire. Il leur restait les habits et les Allemands voulaient récupérer le cuir, donc elle était occupée à ça. Évidemment, moi qui avais 4 ans et demi à l'époque, j'étais dans un état pas possible. Quand elle revenait le soir, j'étais en pleurs, voilà. Alors, elle est allée voir la direction en disant que j'étais un des plus jeunes, ce qui était vrai. Elle m'a encore rajeuni parce qu'à l'époque, j'étais déjà pas grand. Et elle a eu l'autorisation de travailler comme femme de ménage dans la baraque. Donc moi, j'étais avec elle, ça allait moins mal. Voilà. Le camp de Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril 1944. J'en parlerai après dans le cadre de ce que je vais lire. Alors, quant à nous, avant la libération du camp, on a été le 10 avril, on a été mis dans des wagons, cette fois-ci des wagons à bestiaux et pas des trains 3e classe, et expédié vers une destination qu'on ne connaissait pas trop. Il semblerait que ce soit Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Bon, il y a 3 trains qui sont partis avec 2500 personnes. L'un est arrivé à Theresienstadt, où les Allemands étaient encore un peu plus organisés. Un autre est arrivé à Magdebourg. Et le nôtre a traîné un peu dans la campagne, différents endroits, parce qu'à l'époque, les Allemands étaient soumis au bombardement des Alliés. Et donc, en fonction de ces bombardements, le train zigzaguait de ci, de là. Et il est arrivé finalement du côté de la province de Brandebourg. Et là, les SS ont abandonné le train près d'un village qui s'appelait Trebitz. Vous avez le trajet là, je vous montre juste pas comme vous le parlez, hein. C'est le trajet du train qui a fait vraiment, qui a pris un temps fou pour arriver. Ça a pris 15 jours, on était 15 jours dans le train à peu près. Et dans ce train, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Arrivées à Trebitz,
Il y en a d'autres qui sont mortes. Et il y a un monument là. Alors juste pour vous montrer, c'est une photo de l'arrivée du train à Trobitz que j'ai trouvée sur Internet. Donc lorsqu'on les a libérés du train, il y a beaucoup de gens qui étaient morts dans le train en arrivant, forcément, hein, et d'épuisement et de maladies. Et ça, je vous montre juste ce que j'ai trouvé. Ça, c'est le petit carnet qu'on a trouvé de quelqu'un qui a expliqué ce que vous dites. À savoir, dans le carnet, il a écrit arrivé à 6h30 le matin, nous avons été libérés, donc c'est écrit en allemand, nous avons été libérés par les Russes dans la ville de Trobitz et ça a duré jusqu'à 23h le soir. Donc ça, c'est un document qui a été trouvé. Alors, hier wohnen 168 Opfer des verlorenen Transports aus Bergen-Belsen. Ici reposent 160 personnes du train, der verlorene Zug. Ça s'appelait en fait en français, c'était le train fantôme, et en anglais, The Lost Train, et en allemand, der verlorene Zug. Est-ce que vous avez des questions à poser juste parce que peut-être qu'il y a un élève qui a quelque chose qui n'a pas compris. Si vous voulez, oui, si vous avez des questions intermédiaires, j'essaierai de vous répondre. Vous avez compris jusque-là? Ok. Bon, à Trobitz, où on était, on a été libérés par les Cosaques russes, l'avant-garde de l'armée russe qui était sur leurs chevaux. Et ils nous ont logés dans des fermes en évacuant, les occupants. Nous, on a été logés dans une ferme qui appartenait à une famille Winkler. Retenez le nom Winkler parce que j'y reviendrai plus tard. Donc on a été logés dans une ferme qui appartenait aux Winkler. Quelques jours après, quand je dis nous, c'est ma mère, moi et une amie alsacienne de Momenheim, que j'appelais Tante Jeanne. Quelques jours après, la maman Winkler est arrivée avec son fils Karl, en disant, le fils Karl avait quelques années de plus que moi, en demandant si on ne pouvait pas lui donner des habits, il n'avait plus d'habits. Alors ma mère, dans sa grande bonté, leur a donné des habits. Par la suite, on a quitté Trobitz, on a été dans on était à Speyer, dans un centre d'hébergement. On nous a amenés là-bas. De Speyer, il y a des cars qui nous ont rapatriés en France. Donc on est arrivé au Wacken, à Strasbourg, où une cousine qui avait entendu à la radio que des déportés devaient arriver, est venue nous chercher au Wacken et elle nous a amenés à Chata, où ma tante, qui avait été libérée d'Auschwitz, Auschwitz a été libérée le 27 janvier 1945, donc elle était de nouveau à Chata. Ma grand-mère a finalement survécu et était aussi à Chata. Donc on est retourné à Chata. Mon père, qui avait donc été prisonnier de guerre, avait été rapatrié aussi, et il est venu nous chercher. Moi, je n'avais jamais vu mon père. Mon père est venu avec un cousin en voiture. À l'époque, on n'avait pas de photos. Quand on est parti en 40 de Mertulaire, on avait autre chose à emmener que des photos. Donc je me précipite vers cette voiture où il y avait deux messieurs. En criant « C'est qui mon papa ?» C'était le cas d'ailleurs de beaucoup d'enfants qui étaient nés après le 3 septembre 40. Après ça, nous sommes retournés à Obernai, où mes parents s'étaient établis quand ils se sont mariés en 1939. Mes parents ont dû tout recommencer. Quant à moi, je n'ai pas pu aller en classe avec ma classe d'âge en 1945 parce que mon état de santé ne le permettait pas. Et je suis allé en classe à partir de 1946.
Voilà un peu notre histoire. Maintenant, pour ce qui est de Bergen-Belsen, je vais vous faire de la lecture. Alors juste pour avant, ces deux personnes, il y en a une que vous connaissez, que je vous ai déjà montré, je crois. Vous connaissez Anne Frank, hein? Donc il y a Anne Frank et Evelyn Askolovitch, les deux étaient à Bergen-Belsen. Evelyn Askolovitch, elle était aussi petite que vous, elle avait 4 ans aussi quand elle était à Bergen-Belsen. J'étais le... 4 ans et demi, elle avait. J'étais le 5e plus jeune. Ouais, c'est ça. Nous étions 7 nés en 39, et comme moi je suis né le 16 novembre 39, j'étais le plus jeune. Il y en a 2 qui étaient nés en 40 et 2 autres qui étaient nés en 43. Et puis une petite fille qui est née à Bergen-Belsen. D'ailleurs, je vais vous raconter son histoire. Donc sa maman était enceinte à Bergen-Belsen et elle est née le 20 octobre 1944. Les femmes du camp l'ont aidée au moment de l'accouchement. Et la mère de Francine Christophe a demandé à sa fille, écoute, on a encore quelques petits carrés de chocolat, si tu le permets, je vais le donner à cette dame pour lui donner des forces. Francine était d'accord. Beaucoup plus tard, Francine Christophe avait une fille. Donc après-guerre. Hein. Après-guerre, longtemps après-guerre, a une fille qui est psychologue, et elle a dit en quoi des psychologues auraient pu aider les rescapés de la déportation sur le plan mental. Du coup, Francine Christophe a organisé un colloque pour des psychiatres, des psychologues, des gens du métier. Et à l'ouverture de ce colloque, il y a une dame qui vient vers elle, donc ça se passait à Paris, qui vient vers elle et lui dit, voilà, je suis de Marseille, je suis psychiatre et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce n'est pas pour ça que je viens vous voir. Les carrés de chocolat que votre maman a donné à la mienne lors de ma naissance. Voilà une histoire. Bon, je vais maintenant vous lire ce qui se passait un peu à Bergen-Belsen. Le lager de Bergen-Belsen, le lager c'est le camp, semble immense, presque un village cerné par des miradors. Plus d'une centaine... Vous entendez ou vous n'entendez pas? Oui. Bon. Plus d'une centaine de baraques faites de planches sont réparties de part et d'autre de la Lagerstrasse, la rue principale. On nous conduit à notre enclos, le camp de l'étoile dont je vous ai parlé, ainsi nommé, car nous devons tous porter l'étoile de David cousue sur les vêtements. Il y a d'abord, en arrivant, la douche de désinfection. Des heures durant, à attendre que l'eau coule nue devant des soldats hilars. Et lorsqu'elle coule enfin, bouillante, on hurle, on fuit, mais le bâton a vite fait de nous remettre sous le jet brûlant. Et à ce moment, l'eau devient glacée, cruauté pure. Le déporté perd son identité, il n'a plus de nom, tout juste un matricule. Il est appelé par ce numéro, écrit sur sa poitrine, il est un Stück, un morceau, une pièce. Le chef dit, en parlant de lui, Stück numéro tant. En tant que privilégiés, sous la protection de la Convention de Genève, nous n'avons pas eu la suite. Le déporté n'a plus ni cheveux ni poils. Les déportés portent des vêtements spéciaux, sortes de pyjamas pour les hommes, robes informes pour les femmes. À la fin, il n'y aura plus assez dans aucun camp, alors on distribuera des vêtements des morts sans occuper de la taille. Le déporté est sale, crasseux.
un robinet pour 50, parfois pour 200 personnes. Pas de brosse à dents, ni de savon, de serviettes ou de papier toilette. Le déporté vit dans l'incessante promiscuité, le brouhaha permanent du camp. La nuit, il dort quand il peut, dans une niche qu'il partage avec les autres. Les chalits à 3 étages superposés, dans lequel on ne peut pas s'asseoir, forment sa niche. Un peu de paille souillée, une couverture pour 2 ou 5. Le déporté n'est plus un humain. Le camp et l'enclos de la machine nazie le transforment en stuc. Vous avez compris ce que... Vous avez compris les conditions inhumaines dans lesquelles on était mis, et pour que vous compreniez la déshumanisation en fait, hein, comment on déshumanisait les gens. C'est-à-dire ils n'avaient plus leur nom et on les appelait des stucs, donc des morceaux, avec un numéro, et les conditions de vie et les conditions d'habillement et le fait que tout le monde, les gens étaient rasés, donc ils avaient tous les mêmes têtes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus leur tête d'origine, tout ça, ça faisait partie de la déshumanisation, c'est ce qu'elle décrit. Hein. Francine Christophe vit toujours, hein, juste quand même pour préciser, celle qui a écrit ses livres. Elle est née en 1933, elle a 6 ans de plus que moi, donc elle a 91 ans. Et elle témoigne encore. Elle continue à témoigner, voilà. Stuck en allemand, c'est dans le sens d'unité. De quoi? Stuck en allemand. Ouais. Alors, stuck a plusieurs sens. Ah ouais. Il y a certes le sens du morceau, Ouais. mais là, en comptant, Ouais. on parle d'unité. Ah, unité. Voilà. Ah, Alors, ah oui. totalement déshumanisant. Un morceau, quoi. Un voilà, morceau c'est pas de quelque chose. Ouais, je comprends. Alors, il y a 3000 unités dans Ouais, ce je camp. comprends. Hein, Ouais. c'est pour ça qu'ils emploient le mot de stuck. Je n'avais pas compris. Ça s'emploie encore maintenant pour je construis un mur, j'ai 3000 300 briques, j'ai ouais. 3000 stuck. Je comprends. C'est en nombre de pièces en fait. Je comprends, ouais. Et donc ça souligne bien, là, ça prouve encore une fois la déshumanisation totale. On compte les humains comme on compterait des briques ou des nombres de feuilles, n'importe quoi. Bon, je continue. Le déporté à Bergen, la mort est visible partout. Le déporté s'allonge sur la terre noire et ne se relève plus. Son corps se décompose jusqu'à ce que la charrette passe et l'emporte au crématorium. Au camp de l'Étoile, les jours finissent par tous se ressembler. Nous perdons la notion du temps. Il n'y a plus ni montre, ni calendrier, pas même le tintement lointain d'un clocher pour nous rappeler l'heure qu'il est. La journée du déporté est immuable. Réveil vers 4 ou 5 heures du matin. On passe en vitesse par le washroom, les toilettes, hein, le réduit qui est à l'arrière de la baraque et qui sert de salle d'eau. L'eau coule à peine, un mince filet, froid et trouble sort des robinets. Ensuite, habillage et petit déjeuner, un jus à base de gland, puis l'appel en rang par 5. Alors pour nous, les enfants, c'est encore différent. Rien n'est prévu. La journée, quand les adultes sont au commando, nous sommes livrés à nous-mêmes, alors on s'occupe comme on peut. Nous errons entre les baraques, à la recherche d'une hypothétique nourriture. Déjà la faim nous tenaille, mais ce n'est rien en comparaison de celle que nous connaîtrons dans les dernières semaines avant la libération. Un enfant joue, peu importe où il se trouve. Je vous rappelle donc ce que m'a dit Francine Christophe à André Boer, mon camarade de pension, pour qu'il retrouve ce qu'il a oublié et découvre que là-bas, dans l'horreur, il nous arrivait de rire, donc on joue. C'est la dédicace que Francine Christophe a écrit à André Boer quand il lui a acheté son livre. Même ce s'ils étaient dans le même elle camp, l'a écrit en fait. donc, en 97, elle est de 33, donc elle avait 64 ans. Vous savez ce que c'est un commando?
que quand vous avez lu, quand les parents partaient au commando, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un commando? Qui partait en groupe quelque part. Travailler. C'était les travaux forcés qu'ils faisaient. Donc eux partaient travailler, les enfants étaient laissés à l'abandon dans Bergen-Belsen. Et pour que vous imaginiez, en fait, Bergen-Belsen est connu parce que c'était un camp où il n'y avait pas de chambre à gaz, mais c'était un camp où des gens mouraient, mais de maladies, de dénutrition, d'infections, donc il y avait des morts partout. Et les enfants étaient laissés toute la journée au milieu des morts. C'est ce qu'elle décrit, quoi. Hein. Voilà, nous jouons avec ce que nous trouvons, des débris d'objets qui traînent entre les baraques. La journée, nous l'occupons à compter les corps entassés comme des bûches, les corps des morts. Il nous arrive même de jouer près d'eux, l'un après l'autre, nous les enjambons, et celui ou celle qui les touche a perdu. C'est devenu mon univers, mon jardin d'enfant, une terre pourrie, qui ravage toute forme de vie, où les cadavres poussent à la place des fleurs et des arbres. Alors ça c'est important, j'ai gardé de cette époque un rapport paradoxal à la mort. Aujourd'hui, il m'est impossible de regarder un film policier où des gens meurent, et à plus forte raison, un film d'horreur. Voilà en gros un peu ce qui se passait dans les camps. Alors, moi je vous interromps quand même, parce que juste pour que vous compreniez en fait les traces que ça laisse, c'est-à-dire que André Bauer n'a pas de mémoire de ce qui s'est passé. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il n'en a pas aujourd'hui, mais de ce qu'on en avait discuté, dans le passé, et je crois que c'est vous qui l'aviez dit, quand il était petit et qu'il est revenu de la guerre et qu'il allait à l'école, il avait une trace. Oui, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais une copine. Elle s'appelait Noël Clémenot. Et je me souviens, on jouait par exemple, on plantait enfin les adultes plantaient des pommes de terre, donc on plante des pommes de terre, on fait un trou, on met une pomme de terre dedans. Après la guerre, hein, juste quand même. Ouais, c'était après. Non, non, c'était entre vers 43, 44, à Châtain. À Châtain. Vous aviez quel âge? 4 ans, vous en rappelez? Donc ça vous rappelez? J'avais déjà une copine à 4 ans. Oui, non, non, mais vous en rappelez ça, d'accord, avant, d'accord. Oui, oui, donc voilà, on faisait des trous, les adultes, mes parents, mes grands-parents faisaient des trous pour planter des pommes de terre, donc on mettait une pomme de terre, et nous, les enfants, Noël et moi, on jetait une deuxième pomme de terre dedans, pour dire que j'avais des souvenirs avant la déportation et que j'en ai aucun de la déportation. Alors, pas tout à fait, c'est pour ça que je reviens dessus, parce que vous avez dit, quand vous avez témoigné chez moi, vous avez dit, on en avait parlé, qu'en fait la maîtresse, après la guerre, elle est allée voir votre maman, parce que vous aviez raconté en classe ou à la maîtresse que vous aviez été déporté, et elle ne vous a pas cru. Et elle a vu sa mère, hein, c'est bien ça, hein, oui. Et elle a vu sa mère et elle lui a dit, mais madame, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Et donc, à l'époque, il avait quand même encore des souvenirs de ça. Et ma belle-mère disait toujours que quand ils sont rentrés, ils se souvenaient de tout et qu'elle pouvait parler de choses qui s'étaient passées à Bergen-Belsen avec lui, et peu à peu, il a... Et la mémoire s'est effacée progressivement. Alors ça, en tant que psychiatre, vous allez me dire voilà, quel est le mécanisme. Voilà, c'était une façon de... On va dire que c'est une façon d'aller vers la vie. C'est-à-dire que si on se rappelle des souvenirs douloureux, souvent c'est difficile d'avancer dans la vie. Donc c'était sa façon, en tout cas c'est la façon qu'il a trouvée pour continuer à vivre et avancer, grandir, aller à l'école, etc. C'est de se dire, bon, on met ça dans un casier. Vous l'avez entendu quand elle est venue Félicité, parce qu'il y a des choses qui renvoient à ce que Félicité a dit. Félicité, elle a expliqué que quand toute sa famille a été tuée dans le génocide des Tutsis au Rwanda, qu'est-ce qu'elle a fait au départ? Vous vous rappelez de ce qu'elle a dit? Personne ne se souvient de ce qu'elle a dit? Non. Je crois qu'elle a essayé d'oublier. Elle a essayé d'oublier, justement, c'est pour ça que je dis que c'était le même système. Elle a essayé d'oublier et elle s'est dit, il faut que j'avance. Et ben, à 4 ans et demi, en revenant des camps, ben, il a fait la même chose, il a fait le même chemin. Il s'est dit, il faut que j'avance, il faut que je rattrape, puisqu'au niveau de l'école, il avait du retard, parce qu'il avait 6 ans ou 6 ans et demi, et il n'a pas été dans sa bonne classe. Donc la question, c'était de rattraper le retard. Donc il s'est dit, inconsciemment, hein, on ne fait pas exprès, je mets tout dans une case et j'oublie tout ça, et comme ça, je peux avancer. Sur le même mode que Félicité. Et Félicité, ça lui est revenu 20 ans après. La petite cousine de Félicité, Yvette, oui.
qui était beaucoup plus jeune, hein, dans les âges de M. Bauer, elle avait Tout complètement oublié. Et même elle ne parlait plus. Elle-même, elle ne parlait plus. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que... Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui se demande pourquoi il parle aujourd'hui? Parce que s'il a tout oublié, peut-être quelqu'un qui s'interroge, pourquoi est-ce que M. Bauer parle, d'après vous? Personne n'a une idée? Oui? Un tout petit peu plus fort. Pour montrer que c'est réellement arrivé, oui. Alors il peut peut-être dire, vous avez dit pourquoi vous vous êtes mis à vouloir témoigner. Ben, écoutez, moi j'ai témoigné à l'appel des profs d'histoire qui disaient il manque maintenant de témoins qui se font de plus en plus rares. Mais je vais aussi dire quelque chose. Quand je suis rentré des camps, ma mère en parlait toujours. Et pour moi, ça faisait un peu overdose. Et j'avais un rejet de tout ça. Je voulais vivre normalement comme lui. Et donc, ma mère m'en voulait, j'ai honte de le dire, elle m'en voulait que je ne voulais jamais rien entendre. Voilà, donc c'est il y a 2 ans que j'ai commencé à témoigner et à me rendre compte qu'en tant que rescapé, nous n'étions plus beaucoup et il fallait témoigner. Aussi, peut-être par rapport au négationnisme et que des gens disaient... J'en viendrai après. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était un peu le mode de vie à Bergen-Belsen. En 1990, donc c'est nettement après, on a décidé, mon épouse et moi, d'aller en Allemagne parce que le mur de Berlin était tombé en 89. Le mur de Berlin séparait un peu la zone des Alliés de la zone russe de Berlin-Est. Donc nous sommes allés à Berlin, on a visité Berlin, c'est une très belle ville, Berlin-Est. Vous y étiez au mois de septembre. Ah oui, Oui. d'accord. Et entre autres, on a vu un monument, c'est celui-là. Alors, vous n'arrivez pas à le lire, mais il y a marqué « Die Orte des Schreckens, die man niemals vergessen dürfen ». Les lieux de l'horreur que nous ne devons jamais oublier. Et c'est l'énumération des différents camps, en commençant par Auschwitz en haut, deuxième le Struthof. Le Struthof, c'est le seul camp nazi en France. Puis tous les autres, Ravensbrück, etc., Bergen-Belsen, en bas. Je tiens à vous signaler en passant que tous les ans, dans les cimetières juifs, peu avant Rosh Hashanah c'est le nouvel an juif, il y a une cérémonie dans les cimetières où l'on énumère tous ces camps. Un autre événement qui a lieu à Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'est le jour de la Shoah qui a lieu chaque année à l'échelle internationale. Le prochain Yom HaShoah aura lieu le 23 avril 25. Et là, il y a des cérémonies en mémoire de la Shoah un peu partout dans le monde. À Strasbourg, ça se tient place Broglie, où il y a toutes les instances civiles, militaires, religieuses qui participent. Et après cette cérémonie, il y a une énumération des 1200 morts alsaciens. Ça dure des heures. Donc là, un à un, on dit, je parle par exemple de mon grand-père, Jacques, mort de Mersuller, mort à 74 ans à Auschwitz, et ainsi pour tout le monde. Parce Voilà. que quand on nomme les morts, c'est une façon de ne pas les oublier. Tant qu'on nomme encore leur nom, et c'est une façon de les faire encore vivre. C'est la même chose que les valises que vous allez faire. C'est une façon de donner quand même encore une vie après la mort, quoi. Donc on était à Berlin et on a profité pour faire un pèlerinage à Bergen-Belsen.
Donc on avait notre voiture, on est allé à Bergen-Belsen, et à quelques kilomètres de Bergen-Belsen, je demande à un jeune, où est das Lager de Bergen-Belsen? Où est le camp de Bergen-Belsen? Le jeune, il était un peu plus âgé que vous. Il pique un phare, il devient rouge, et il dit « Ich weiß nicht », je ne sais pas. Donc j'ai l'impression que les jeunes Allemands, en 1990, n'avaient pas encore très bonne conscience de leur passé. Donc finalement, nous sommes arrivés à Bergen-Belsen, Gedenkstätte Bergen-Belsen. C'était là, Bergen-Belsen, voilà, c'était montré. Alors, Bergen-Belsen se trouve dans la Lüneburger-Heide, c'est la langue de Lüneburg, c'est très champêtre, avec des fleurs, des massifs de fleurs, on y était au mois de mai, il y avait des oiseaux qui chantaient dans les arbres, et par-ci par-là, des monticules marqués in diesen Gruben ruhen 2000, 3000, 5000 Toten. Dans ces fosses reposent 2000, 3000, 5000 morts. Là, il y a marqué, voilà, on voit pas l'écriture. c'est moi, hier ruhen 5000 Toten, ici repose 5000 morts. Voilà. Maintenant, je voudrais... Ah bon, quand j'étais à Bergen-Belsen, je me suis présenté à la direction et donc la réceptionniste a dit « Ah, je veux voir si le directeur peut vous recevoir ». Il n'était pas là. Ils ont pris mes coordonnées et ils ont dit « On reprendra contact ». Le 9 juin 1990, il y a quelqu'un qui me téléphone et dit « Voilà, je suis doctorant, je fais un doctorat sur Bergen-Belsen, je suis de passage à Bâle et je peux venir vous voir si vous voulez. » Alors je dis « Je ne peux pas vous recevoir, je me souviens que c'est le 9 juin, parce que le 8 juin, mon père est décédé, le 8 juin 90. Donc je n'ai pas reçu ce doctorant. Mais peu de temps après, c'était une doctorante, elle a repris contact, et donc moi je n'avais aucun souvenir, je l'ai présenté à ma mère qui lui a raconté un peu son histoire. Maintenant je voulais vous parler d'un aspect transgénérationnel, c'est-à-dire qu'un certain nombre de générations sont touchées. Dans notre famille, 5 générations ont été affectées. Première génération, mon grand-père, Jacques, mort à 74 ans à Auschwitz. Deuxième génération, ma tante Alice, qui a subi le même sort. Ma tante Margot et ma mère qui sommes revenus. Troisième génération, ma cousine Arlette, qui a été assassinée aussi à Auschwitz, à 10 ans. Et moi qui ai eu la chance d'en revenir. Ça, c'est les 3 générations qui avons été physiquement affectées. En 1985, mon fils, voilà, il est là, qui avait votre âge, il avait 15 ans, il était en 3e, et il a participé au concours de la résistance et de la déportation, en mettant un peu en ordre les souvenirs un peu disparates de ma maman. Sa classe a eu le premier prix régional récompensé par le concours de la résistance. Le concours de la résistance, et c'est le maire Marcel Rudloff qui lui a remis place de la République à Strasbourg en présence de drapeaux. Voilà. Mon fils, à titre personnel, a eu le 2e prix national récompensé par un pèlerinage dans les camps de concentration. Donc il est monté dans le train à Strasbourg, où il y avait d'anciens déportés, qui avaient donc la soixantaine à l'époque, et qui l'ont accueilli au nom de « Salut camarades ». Alors ça, c'était la 4e génération.
5e génération, c'est les enfants, mon fils s'appelait Ariel, c'est les enfants d'Ariel. Élie, mon petit-fils, alors qu'ils habitaient à Singapour, vous savez où c'est Singapour en Asie, il était dans une école internationale et il devait évoquer un personnage. Vous l'avez, il est là, voilà, c'était une fête scolaire, vous voyez. Et il devait évoquer un personnage réel ou imaginaire. Alors, C'est ça qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'il a écrit, c'est ça, le personnage. Oui. Alors, The Little Boy Who Survived All Odds peut se traduire le petit garçon qui a survécu envers et contre tout. En fait, il parlait de moi et d'un événement particulier. Comme vous avez pu, comme je l'ai lu là-dedans, on souffrait horriblement de la faim. Mes parents parlaient entre eux le judéo-alsacien, c'est-à-dire de l'alsacien mêlé à des mots hébreux. En hébreu, le mot faim, F-A-I-M, qui n'est d'ailleurs pas très loin de F-I-N, le mot faim se dit rof. On pouvait communiquer du fait de notre régime un peu spécial avec notre père, avec mon père, qui dans son stalag travaillait dans les cuisines. Donc ma mère aurait bien aimé qu'il nous envoie des produits, des aliments. Mais comment le faire savoir alors que notre courrier était soumis à la censure? Comment le faire savoir pour que ça passe à travers de la censure? Alors elle a eu l'idée d'écrire la chose suivante: notre Rofella a beaucoup grandi. Comme ça, si la censure avait ouvert le courrier, elle aurait pu penser que le mot Rofella, c'était moi en quelque sorte. Notre petit garçon a beaucoup grandi. Mon père, qui a reçu ce courrier, a compris, nous a envoyé des victuailles. Vous avez compris l'histoire? Je ne suis pas sûre. Quelqu'un peut l'expliquer? Ouais. Alors, en gros, la mère avait faim, les deux avaient faim. Et en gros, fois, ça veut dire faim Ouais. l'hébreu, si je me trompe. Ouais, en judéo. En Et judéo-alsacien. Et donc, en gros, elle a écrit dans une lettre: notre petit Ronfeller a grandi, faisant croire peut-être à la direction qui regardait les lettres que ça voulait dire en gros le petit garçon. Ouais. Alors que c'était pour comprendre Ouais, fait ça. Exactement, c'est bien. Voilà donc l'histoire qu'il a racontée, et puis enfin il a dit: si ce petit garçon n'avait pas survécu, je ne serais pas là pour vous raconter ça. Parce que ce petit garçon, c'était mon papy. Sa grande sœur, Elsa, il y a quelques mois, a fait un pèlerinage à Auschwitz avec son lycée. Ils habitent en Angleterre, avec son université en Angleterre. Moi, je suis le papy du côté paternel. Du côté maternel, l'autre papy, Maurice, a aussi un passé dramatique. Il était enfant caché. Ses parents ont été déporté à Auschwitz où sa mère a été assassinée. Son père est revenu. Donc voilà, il y a un impact certain sur les descendants, et pas seulement les gens qui sont morts ou qui en sont revenus. Voilà. Maintenant, vous avez peut-être des questions à poser? Peut-être qu'ils ont oui, des questions, si parce que si vous avez des questions, vous à avant poser. de continuer. Bien, donc je continue. Après Auschwitz, on a dit plus jamais cela. Et depuis, il y a eu les Khmers rouges
Cambodge. Il y a eu le meurtre des Tutsis au Rwanda, 2 millions de morts au Cambodge, près d'1 million au Rwanda. Donc n'importe quel pays peut être atteint sur n'importe quel continent. Seulement la Shoah avait été un génocide qui avait quelque chose de particulier, en ce sens que c'était organisé, systématisé, administratif, qui a entraîné la mort de 6 millions de personnes, essentiellement des Juifs, 40% de la population mondiale des Juifs, 60% de la population européenne, mais pas que des Juifs. Il y avait aussi des Roms, il y avait aussi des Roms, il y avait des malades mentaux, il y avait des homosexuels, et j'en passe, toutes ces personnes qui, pour les nazis, étaient des sous-hommes et ne devaient pas vivre. Donc ils les ont tués. Maintenant, comme vous avez été des auditeurs très attentifs, je vais vous faire un petit cadeau. Vous faites des dissertations. Oui. Alors je vais vous donner un secret pour faire une bonne dissertation. C'est pas moi, c'est un prof qui nous l'a donné quand j'étais comme vous hier, il y a 70 ans. Il a dit, pour faire une bonne dissertation, il faut quelques connaissances bien sûr, mais il faut surtout une bonne technique rédactionnelle. Et dans cette technique, il faut utiliser des citations. Alors l'une des citations que j'aimais bien placer, c'était la suivante. Les faits sont comme des sacs. S'ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. Les faits dont je viens de vous parler sont loin d'être vides. N'en déplaise à ceux pour qui la mort de 6 millions de personnes est un détail de l'histoire, ou pire encore, les négationnistes qui nient l'existence même des chambres à gaz et des fours crématoires. Je voudrais vous faire... Alors, attendez, on va préciser, parce que vous avez... Je ne suis pas sûre que ce message se passé. Vous pouvez peut-être l'expliquer, parce que vous voulez leur dire quoi avec cette phrase? Je pense que c'est bien de leur préciser. Ben, je termine. Les faits dont je viens de vous parler sont loin d'être vides. Ils tiennent debout. N'en déplaise, je pense à quelqu'un de particulier, à ceux pour qui 6 millions de morts sont un détail de l'histoire. Vous voyez peut-être qui c'est. On peut même le dire, hein. Ça dit quelque chose, c'est les propos politique, d'une personne. Bon, c'est tout à fait officiel. Quelqu'un sait qui avait dit au cours d'une interview de moi que c'était un détail de l'histoire, que les 6 millions de morts de la Shoah étaient un détail de l'histoire. Pas Jordan Bardella, mais de la même maison, version ancienne. Gabriel, Jean-Marie Le Pen, voilà. Dans les années 80-90, hein. Voilà, donc j'ai la même maison. Donc Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, pour situer, c'est lui qui avait dit ça. Ça avait fait grand bruit à l'époque, tout le monde avait été totalement scandalisé. Et c'était au cours d'une interview. Hein. Et c'est pour dire, après, que quand il n'y aura plus de survivants, là il y a M. Boer qui vient de parler, mais quand il n'y aura plus de survivants, qui pourra témoigner que ça a eu lieu? À votre avis, qu'est-ce qui pourra être une preuve? Oui. Les historiens, ceux qui ont examiné les historiens, oui. Le reste de tout ce qui s'est passé. Mais pas que les historiens. Qui d'autre? Oui. Peut-être aussi des archives vidéo. Par exemple? Oui. Bah vous, exactement. Parce que vous pouvez dire, j'ai entendu quelqu'un raconter, c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça qu'on fait venir encore les derniers témoins, parce que vous allez pouvoir dire, moi je l'ai entendu, et vous avez, je dis, la chance d'entendre, parce que dans 10 ans ou 15 ans, il n'y en a plus personne, et vos copains qui sont derrière, et vos enfants, enfin bon, eux ne l'auront pas entendu de la bouche de ceux qui l'ont vécu. Et donc c'est vous qui allez pouvoir transmettre. Moi je le sais parce que moi quand j'étais en seconde, en première, il y a quelqu'un qui est venu me le dire. Donc c'est important de l'entendre
ça ne durera pas très longtemps. Hein. Maintenant, toujours, comme vous étiez de bons auditeurs, je vais vous faire écouter une chanson. Alors, il s'agit d'une chanson de Jean Ferrat, lui-même enfant caché, qui s'appelait de son vrai nom Jean Tenenbaum, et dont le père, Michel Tenenbaum, a été déporté à Auschwitz et tué uniquement parce que juif. Cette chanson s'appelle Nuit et brouillard. Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient les hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste que l'ombre. Ils ne devaient jamais lui revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains brillaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne brillaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivent pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leur bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La nuit se taisait comme beaucoup taisiers, en regardant au loin, en regardant dehors, où toucher et détendre à leurs chiens policiers. À présent que c'est mon Ouïghour, qu'il vaut mieux ne chanter que les chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Petit donc et de taille, à pouvoir m'arrêter, l'ombre c'est que tu m'aimes aujourd'hui, c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants, en ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécents. Voilà, si vous avez des questions. Oui. J'entends. Ce monsieur, il s'est fait tuer. Non, lui il a chanté simplement. Jean Ferrat, il a survécu, il était enfant caché, ça veut dire que son père a été tué. Lui était enfant caché, comme vous aviez vu Fred Cohen qui était lui aussi enfant caché, c'est-à-dire qu'il a été caché pendant la guerre, et grâce à ça il a survécu, et apparemment sa maman est revenue, mais son papa a été assassiné. Je voulais vous montrer une image encore peut-être parallèlement à ça, c'était deux choses. La première c'est une valise juste pour vous montrer, pour symboliser une autre façon de symboliser, toujours dans l'idée de la réalisation des valises. J'ai imaginé une valise à la mémoire d'Evelyne Askolovitch. Je ne vois pas clair ici si c'est elle ou laquelle c'est elle. C'est à droite, oui. C'est elle. À gauche, il y a le français. Ouais, c'est Evelyne Askolovitch qui était à Bergen-Belsen. Et juste pour vous montrer, pour que vous réalisiez symboliquement comment on peut représenter des choses différentes. Moi, j'ai représenté la photo d'Evelyne Askolovitch petite, quand elle était au moment où elle est partie dans les camps. C'était une photo d'elle juste avant de partir. J'ai dessiné une marelle dans cette valise
une marelle, parce que la marelle c'est la vie, je ne sais pas si on joue encore à la marelle, mais dans le temps on jouait à la marelle et on disait qu'ici c'était la terre et ici c'était le ciel, comme si c'était la vie qui allait jusque-là. Je l'ai interrompu avec Arbeit macht frei pour dire c'est le symbole même des camps, puisqu'il y avait toujours un panneau dans les camps qui mettait Arbeit macht frei, c'était de l'humour, enfin caustique, pour dire que les gens allaient travailler et que ça les rendrait libres alors qu'en fait on les enfermait. J'ai montré qu'elle, comme un certain nombre de Belges qui avaient des passeports, ce n'était pas le cas d'André Boer. André Boer, c'était grâce au papier qu'elle a eu, que sa mère a eu, parce que le papa était prisonnier de guerre, et de ce fait-là, ils ont, grâce à ça, pas eu à partir à Auschwitz. Evelina Skolovic, ça n'a pas été le cas. Son papa avait obtenu un passeport pour le Honduras, il me semble, enfin, un pays d'Amérique du Sud, mais je suis presque sûre que c'était le Honduras, ce qui leur a aussi évité, pour des raisons identiques, d'aller à Auschwitz. Donc en fait, elle est partie, non pas de Drancy, mais elle est partie d'un camp qui s'appelle le Hollandische Schwul. Mon hollandais n'est pas bon, hein. Mon flamand. Schaufburg d'Amsterdam. C'était Amsterdam, c'est l'équivalent de Drancy, mais c'était l'endroit où on réunissait tous les juifs à Amsterdam. Elle est partie, donc j'ai mis la photo. Elle a été à Bergen-Belsen. Ça, c'est le portrait que j'en ai fait. Et quand je dis que c'est la valise que moi je ferais, c'est pas la valise de quelqu'un d'autre, et je dis ça pour vos valises. Moi, j'ai mis la photo de Evelina Skolovic adulte, enfin même grand-mère carrément. Quand je l'ai fait venir à Strasbourg, dans le lycée Matisse, on a monté un film avec elle, avec les élèves. Donc j'ai mis une photo de ce film. Et récemment, elle a écrit un livre avec son fils, parce que c'est un dialogue en fait entre elle et son fils pour parler de la transmission et comment ça a été transmis, comment ça a été compliqué, un petit peu ce que André Boer a dit, cette transmission transgénérationnelle, et donc avec son fils qui raconte un peu même au niveau de son petit-fils comment ça se transmet tout ça. Oui, vous avez une question? Non? Voilà. C'est juste pour montrer qu'une valise, ça peut être des objets, ça peut être des images, ça peut être quelque chose que vous dessinez, ça peut être beaucoup de choses, hein, pas forcément que historique. C'est aussi votre lien à cette valise. Mais il y a des modes d'expression, la liberté pour vous de l'exprimer comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, dans ma valise, j'ai amené aussi un certain nombre de livres. Tout d'abord, 2 best-sellers. Si c'était un homme de Primo Levi. En 1947, il est le premier à avoir parlé de l'horreur des camps dans ce livre. On vous a parlé d'Anne Frank. Cette petite fille est morte à Bergen-Belsen peu avant la libération du typhus. Alors là, Yvonne Salamon, c'est la petite fille qui est née le 20 octobre 1944 à Bergen-Belsen. Elle a écrit un bouquin « Je suis née à Bergen-Belsen ». Donc vous imaginez qu'il y a des bébés qui sont nés, en tout cas un bébé au moins, qui est né à Bergen-Belsen, donc elle était enceinte, sa maman, dans le même wagon 80 où était M. Boer. C'est l'histoire du chocolat que je vous ai raconté. Et quand elle a présenté son livre, oui, c'est juste. Quand elle a présenté son livre à la presse, elle a dit « Je serai peut-être un jour la dernière survivante de la Shoah », ce qui est vraisemblable puisqu'elle a à peine 80 ans. L'année dernière est venue à Strasbourg une dame allemande, enfin tchèque, qui elle aussi est née dans un camp. Elle est née à Auschwitz. Ah bon? Et elle a survécu. Elle a survécu, elle est psychologue, elle est venue à Kiel, elle est venue intervenir. Ça laisse des traces, hein. Ouais. Je vous présente un autre bouquin qui n'a pas vraiment quelque chose à voir, mais pour la dédicace. Vous connaissez Delphine Orviller? Delphine Orviller, c'est une femme rabbin très médiatique. Elle passe beaucoup à la télé. Et elle a écrit ce livre, « Vivre avec les morts ». Elle me l'a dédicacé, elle l'a présenté à Strasbourg. Elle me l'a dédicacé, je vais vous lire la dédicace. Pour André, non c'est dans un langage très rabbinique, pour André qui a connu le frôlement de l'ange de la mort, mais qui porte la vie. C'est tout ce que les nazis voulaient éviter.
Qu'est-ce qu'elle On va peut-être raconte montrer dans ce livre? En fait, Parce qu'elle a l'air jeune, elle raconte un œil nouveau. Elle est à la télé tout le temps. Je regarde pas la télé. Non, mais je veux dire, elle est très, 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 très médiatique. C'est la rabbine libérale qui parle partout. Et là, elle parle plutôt de ce qu'elle dit dans les enterrements, quand elle soutient les gens au moment des décès. Et donc, c'est un livre qui a eu un succès gigantesque. Vraiment, dans tous les milieux. Il y a eu un grand le grand rabbin Chaim Corsia, elle a participé à l'intronisation au Panthéon de Simone Veil. Oui, mais elle intervient beaucoup dans le dialogue entre musulmans et juifs. Elle a fait des entretiens avec Kamel Daoud. Elle est pour la paix. Elle est pour 2 États. Enfin, elle est très, 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 très médiatique. Oui, elle est là vraiment pour le dialogue. Hein. Oui, et donc très active. Quand on parlait de la vie plus forte que la mort, moi je reviens quand même à cette image-là que quand André Boer vous dit que la dédicace qu'elle lui a fait, c'est parce qu'André Boer symbolise la vie plus que la mort, puisqu'il a réussi à échapper. Moi je voulais qu'il rajoute une photo pour vous montrer en fait que la vie a été plus forte. Ok, il y a des morts et des gens qui ont disparu. Comme Félicité a eu 4 enfants, André Boer, je voulais que vous le voyez, qu'il n'a pas qu'une vie dans la tristesse avec les souvenirs. Là, quand il vous parle, tout ça, ça remonte, et toute la douleur de tout ça remonte. Mais bon, il y a aussi de la gaieté dans sa vie. Alors ça, c'est Ariel, qui... Et ça, c'est son fils, Élie. Oui. Et alors, peut-être qu'on était trop vite. J'ai vu tout à l'heure passer une diapo avec la halle au blé à Auvernais. Oui, vous n'avez pas raconté. Le restaurant de la halle au blé. Il va raconter. Ah oui, je vous laisse raconter. Il y avait une... Vous n'avez pas raconté. Non, si, vous ne l'avez pas raconté. Vous l'avez pas raconté. C'était la rencontre impromptue où je sais plus la halle au blé, voilà. C'est un restaurant au Auvernais. Ouais, c'est un restaurant. Ah mince, pardon. Oui, juste. En 95, environ 50 ans après la libération des camps, ma mère, qui était veuve, mon père est mort en 90, elle avait l'habitude d'aller prendre un café avec ma belle-mère et une amie à la halle au blé d'Auvernais, qui est un restaurant où il y a beaucoup de touristes, et notamment des touristes allemands. Alors il y a un touriste allemand qui lui demande des renseignements d'ordre touristique, et comme elle parlait à peu près correctement l'allemand, elle lui a répondu. Et après, la conversation s'engage. Elle lui demande « Vous êtes d'où ?»« Oh, moi je suis d'un petit village du Brandebourg que personne ne connaît. » Ah bon, il s'agit de Trebitz. Alors elle lui demandait « Vous appelez comment ?»« Je m'appelle Karl Winkler. » Quelle est la probabilité d'une... C'est pour ça que je vous ai dit de retenir le nom de Winkler. Quelle est la probabilité d'une telle rencontre 50 ans après? Et c'est pour ça, M. Bauer, il y a un proverbe en allemand qui dit « Alles passiert aus einem Grund ». Tout arrive pour une raison. Et c'est très touchant. Donc, les deux, ma mère et Karl Winkler, étaient aussi émus l'un que l'autre. Il lui a demandé « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Ma mère a dit « Oui ». Donc il l'a embrassé, il a offert des gâteaux. C'est en quelque sorte un genre de réconciliation, toute proportion gardée, comme celle qu'on peut voir entre le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl le 22 septembre 1984 devant le monument aux morts de Douaumont à côté de Verdun. Oui, j'avais oublié. Ouais, c'est incroyable, hein, une rencontre comme ça. Quelle chance y a-t-il d'une telle rencontre? Voilà. Moi, j'en ai fini. Je suis prêt à répondre à des questions. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Je m'étonnerais que vous n'ayez aucune question. Il y a forcément quelqu'un qui a une question. Vous vous demandez professionnellement ce qu'a fait M. Bauer après la guerre? Oui, j'allais dire après, oui. Ça vous intéresse? Avec ça. Oui.
Alors ben, je vais vous le dire. Vous savez, en France, on a l'habitude de dire que le travail est une maladie. Donc il faut des médecins pour traiter ce genre de pathologie. J'étais donc, entre autres, médecin du travail. Plus sérieusement, la médecine du travail s'occupe de toxicologie, d'ergonomie, de législation du travail, entre autres. Et il a vécu toute sa vie à Aubernais, mais maintenant il vit à Strasbourg. Donc en fait, il a rattrapé son retard et puis il a fait des études de médecine après. Voilà. C'est une chance que votre maman vous ait transmis cette mémoire. Mais c'est une chance, mais moi je voulais rien. Oui, oui, c'était un réflexe de honte de protection le de vie. dire, mais Oui, parce que c'est lourd mais à c'était porter comme aussi. ça, je voulais vivre ce que j'appelle normalement, sans Ouais, référence je comprends toujours aussi, à cette Sa déportation. maman Parce que voulait ma mère, elle partager en la parlait mémoire. dès qu'elle rencontrait quelqu'un, 5 minutes après, Ah oui, elle lui c'était racontait son omniprésent, histoire. vraiment, d'accord. Je me permets parce que moi je vous ai déjà entendu. Vous avez déjà témoigné, j'avais emmené une classe. J'ai pas témoigné beaucoup. Mais vous étiez dans l'exposition quand j'y étais, je vais mettre la Ah oui, photo. c'est assez. Donc vous aviez insisté sur effectivement votre maman qui elle était quand même, je veux dire, poursuivie par ça. Ah ben, Voilà. Je vais vous raconter un cauchemar qu'elle a eu. Donc elle était poursuivie déjà physiquement, elle avait souffert, par exemple en rentrant de déportation, elle avait perdu toutes ses dents, elle avait une jambe à faire des phlébites à répétition parce qu'elle avait pris un coup. Peu de temps avant sa mort, elle m'appelle au téléphone en proie à un cauchemar en disant « Die Hund », ces chiens. Elle parlait des chiens-loups qu'une gardienne du camp excitait contre les déportés au moment de l'appel. Cette gardienne du camp qui s'appelait Liesel et qu'elles appelaient la femme aux chiens, elle a été condamnée à mort au procès de Lüneburg, qui est à côté de Bergen-Belsen. Elle a été condamnée à mort et pendue en même temps que Kramer. Kramer, c'était le directeur du camp d'Auschwitz et ensuite de celui de Bergen-Belsen. Là, on n'en revient pas indemne. On y laisse quelque chose, si vous voulez projeter la statue là, de... Ah oui. Voilà. Ça, c'est une statue d'un sculpteur qui s'appelle Bruno Catalano. Alors, cette statue représente un homme à qui il manque quelque chose. En fait, il s'agit d'un accident de fonderie. Il y a une explosion et une partie est partie. Et lui, il prend prétexte, une femme inattendue apparaît dans une de ses sculptures suite à un accident de fonderie. Il voit l'opportunité créative donnant naissance à des personnages fragmentés, comme s'ils avaient été déchirés par l'épreuve du voyage ou de l'exil. Donc moi je considère qu'on ne revient pas indemne de la déportation, on y laisse toujours une part plus ou moins importante de soi. Et je ne peux que me féliciter de ne pas avoir de souvenirs pour ne pas avoir à en souffrir. On va dire plus ou moins. Oui, Il reste des traces malgré tout. Hein. Faire les récits, ça affecte. Hein, ça, Mais oui, bien sûr, en reparler, ça vous atteint quand même. Quand j'aurais vu des milliers de personnes comme certains, c'est pas mieux. Oui, c'est sûr. Alors, juste, je pense que vous ne faites pas forcément le lien, mais je pense que lorsque je suis intervenue la première fois sur la valise, je vous ai mis une photo de grande sculpture de Bruno Catalano, et c'est le hasard parce que André Boer en a une à la maison, donc c'est pour ça qu'il l'a ramenée là. Une petite, mais il en existe des toutes grandes, je vous ai montré au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une sculpture qui se trouve sur, par exemple, à un port au bord de la mer, et on voit vraiment à travers la mer derrière. C'est-à-dire que finalement, on est
dans la nostalgie de ce qu'on a eu avant et dans la douleur en même temps. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ces morceaux. Donc c'est au départ une erreur. Dans la création, c'est souvent comme ça. Quand on crée quelque chose, on ne sait pas toujours vers quoi on va. Parfois on fait quelque chose et puis ça s'abîme en cours de route. Moi j'ai fait une sculpture récemment qui n'est pas finie, où j'ai voulu faire un espèce de personnage et puis tout d'un coup je me suis dit bon, je vais travailler la tête. Et tout d'un coup, eh ben, je lui ai mis la tête à côté, c'était Samuel Paty. Voilà, c'était pas prévu au départ, et je lui ai mis la tête à côté, quoi. Donc, je veux dire, la tête est tombée, et je me suis dit, c'est évidemment pas ça, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que parfois un accident dans quelque chose, c'est ce qui donne le sens à la sculpture. Et lui, juste Bruno Catalano pour vous redire, c'est un monsieur qui vivait en Algérie, et qui a quitté l'Algérie, ou a dû quitter peut-être l'Algérie, et a vécu à Marseille, et il avait le cœur encore déchiré entre là où il était né et puis la ville de Marseille. Donc voilà, c'est... Moi j'ai une question, parce que je vais oublier de vous demander, mais peut-être vous pouvez l'expliquer. Il y a 2 documents que j'ai vus dans vos papiers, quand j'ai regardé ce que j'avais comme photo de vos papiers. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est ce document, que j'ai oublié de vous poser la question, que vous avez. C'est un document pour vous, qui date de 40, je sais pas de quand ça date, 50, 48, 49, 50, donc c'est quoi? Donc c'est la section locale d'Aubernay des anciens déportés. Donc en étant petit, on vous a reconnu? Non. Après la guerre, on était membre volontaire de cette section de déportés. D'accord. Et voilà, donc ça c'est moi à l'époque. Et il y a encore un document, juste pour vous montrer aussi, c'est ce document-là. C'est la carte de déporté politique de maman. Et elle était dite déportée politique parce que son mari était en prison. Non, elle était déportée politique à titre individuel. Elle était déportée juive, elle n'était pas politique? D'abord on était, mais après on a été assimilé à déporté politique. D'accord. Comme elle s'est fait mettre prisonnière. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Comme elle était prisonnière au départ. Oui, non. D'abord, on n'était pas déporté politique, on était en tant que juif, on était déporté. Après, on a eu le statut de déporté politique, qui est un statut plus intéressant. Oui. Et là, c'est juste pour montrer qu'au mémorial de la Shoah, il y a un mur des noms, vous avez le nom de tous les déportés de France. Et donc là, on a le nom d'André Boer et Germaine Boer. Et ici, vous ne le voyez pas bien, mais dans l'espace, on va expliquer, il y a la photo d'André Boer petit, qui est exposée dans le mémorial de la Shoah. Donc c'était... Elle est là. La photo, je l'ai ici. Et la photo, elle est là, je vais vous la remontrer parce que vous la verrez là. C'est ce petit garçon qu'on a vu au début, vous l'avez vu trop rapidement. Voilà, c'est lui. C'est cette photo-là d'André Boer qui a été prise à Chata, hein, c'est ça, quand vous étiez avant la déportation. Et là, c'est sa maman et lui aussi. Hein. Pour revenir à avant, ouais. L'après-guerre avec des personnes qui revenaient, je vais vous expliquer brièvement, c'était un problème complexe. Ouais. Il fallait des gens qui arrivaient, il a fallu aussi, il y a eu tout un travail d'acceptation de ce qui s'est passé. Et je crois que, quand vous évoquiez avant le travail des historiens, il sert aussi à ça. Parce que sur le coup, pour reprendre un peu ce que vous disiez, vous n'aviez pas envie de vous souvenir, vous n'aviez pas envie de vivre avec cet épisode-là, mais je crois qu'on peut l'élargir à une bonne partie de la société. Oui, c'est vrai. Et donc, ça arrangeait bien tout le monde. On en parle pas. Ce qu'on peut comprendre, hein, je ne dis pas ça de manière polémique. Il y en a beaucoup qui sont revenus, qui n'osaient pas témoigner parce qu'ils avaient honte d'être revenus par rapport à tous ceux qui étaient décédés. Oui, il y a cette dimension-là, et il y a aussi la difficulté pour les gens qui ont vécu l'occupation, qui ont vécu l'annexion ici. Hein, il y a cette particularité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont commencé à témoigner sur le tas. Voilà. Et d'où la carte que vous aviez de déportés politiques, parce que déportés juifs, c'était quand même problématique pour qu'une organisation, une administration française signe un papier comme quoi les juifs avaient été déportés avec toutes les polémiques qu'il y avait autour de ça. Bien sûr. Voilà. Donc il y a eu
une bascule, on a rangé beaucoup de gens dans le côté politique alors qu'ils n'appartenaient pas en fait, aux problématiques politiques de type opposants, résistants, ces choses-là. Mais on les aurait peut-être pas reconnus comme vraiment victimes, quelque part, s'ils n'étaient pas reconnus des portées politiques. Donc c'était la façon d'être vraiment reconnus. Ouais. Plus de questions?